ça nous permet en fait de gagner en capacité de production sur l'informatique et c'est assez puissant pour nous quand on est dans une structure avec des moyens limités. Ce qu'il faut faire comme équilibre, c'est se dire on veut aller vers une adoption des nouvelles technologies. En revanche, on n'est pas prêt à renoncer à tout ce qu'on a construit en matière de sécurité. Il y a tout un tas de postes. L'IA générative aussi, finalement, complexifie, mais aussi rend beaucoup d'opportunités en termes de compétences. Comment est-ce que je crée des agents moi-même, que je sois technique ou pas, pour me faciliter mon quotidien, mon travail au quotidien? Bonjour à tous, bienvenue. Alors la table ronde Star, ça nous met à tous une pression particulière. Donc le sujet de la table ronde d'aujourd'hui sera un sujet extrêmement vaste. On va essayer de traiter ça en 1 heure. Data, IA, IA Act. Quelle stratégie préconiser dans vos organisations, avec un sujet qui est hyper évidemment complexe. Le sujet de la data est un sujet historique, le sujet de l'IA est un sujet historique, le sujet de l'IA générative, on sera obligé de le traiter parce que c'est un sujet sur lequel je sais que les uns et les autres, vous avez beaucoup de choses à dire. Et le sujet de la conformité aux réglementations multiples européennes et plus spécifiquement l'IA Act qui est rentré récemment ces 2 dernières années en application est un sujet qu'on essaiera aussi de traiter pour voir si c'est une opportunité ou un risque. En entrée, j'aimerais vous dire quelques mots que j'ai écrits. L'enjeu pour nous aujourd'hui sur cette table ronde va être double. Comment intégrer la data et l'IA, aussi bien traditionnelle que générative, pour en faire une force dans les entreprises, tout en se conformant aux réglementations. Et comment transformer ces technologies, et je pense que c'est un sujet où il y aura des avis un peu peut-être nuancés, pas des discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, en avantage compétitif durable, sans perdre de vue la confiance, l'éthique et un vrai gain pour l'entreprise, un vrai ROI, et dépasser le stade des promesses comme on le sait. Peut-être me présenter d'abord. Nous sommes un partenaire stratégique et fier de l'aide de la mêlée numérique, l'IMA, l'Innovation Makers Alliance, qui est, pour vous simplifier les choses, un groupement qui réunit la plupart des grandes entreprises du pays, publiques et privées. C'est un groupement qui réunit 150 organisations. Pour simplifier, vous avez une bonne partie du CAC 40, des grands ministères, des grandes administrations. On les réunit au niveau de leur direction technologique, donc à la fois leur DSI, leur direction innovation, leur direction data, leur direction IA, transformation digitale, innovation, en fait tous les gens qui gèrent la technologie en entreprise. Et notre métier est de les faire travailler ensemble pour être capable d'identifier des projets sur lesquels ils peuvent contribuer et collaborer. Et partager beaucoup de bonnes pratiques pour être capable que quand un groupe est en avance de phase, les autres soient capables de répliquer en interne. On travaille beaucoup d'ailleurs avec l'État pour essayer de développer des sujets comme la souveraineté numérique et le développement de la souveraineté numérique dans nos organisations. Nous avons un des membres de notre conseil d'administration qui est d'ailleurs là, puisque Aldric est vice-président de l'IMA. Et nous sommes ravis du partenariat que nous avons noué avec la mêlée et d'être capable de pouvoir vous apporter peut-être, j'espère en tout cas, une belle table ronde aujourd'hui. Alors peut-être, je ne sais pas si j'ai besoin de vous représenter les uns et les autres, mais nous avons donc devant nous 5 grands experts de la data, de l'IA et de l'IA Act. Alors oui, je vous mets la pression. 2 personnes qui sont sur la partie, je dirais, offreurs, apporteurs de solutions, qui vont être Frédéric et Wafa, qui travaillent en permanence avec des entreprises et des administrations comme les vôtres pour pouvoir apporter des solutions sur la mise en place de stratégies data, IA et de conformité réglementaire. Et 3 grands experts qui mènent pour 3 grands groupes et 3 grands groupes privés. Donc je pense que c'est très intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là, à la mise en place de stratégies générales. En entrée, avant qu'on commence peut-être, rappeler ce que c'est qu'une stratégie data IA. Il n'y a pas de stratégie data IA à proprement parler. C'est une stratégie business qui s'applique avec des outils digitaux. La stratégie data IA, telle qu'on va finalement la prendre en compte aujourd'hui durant notre discussion, est une stratégie qui est un modèle opérationnel, un modèle technologique, avec une finalité, donc avec une vision héroïste. Je pense qu'il y a quelque chose dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Ce n'est qu'un moyen finalement de servir les intérêts business d'une entreprise ou d'une administration, et non pas une stratégie en tant que telle. Alors, si on commence, peut-être, justement, sur ces questions de définition, je vais commencer par toi, Frédéric. Déjà, question importante, pourquoi définir une stratégie data IA? Pourquoi c'est important? Et dans l'expérience que tu as chez Orange Business Digital Services, quelles sont pour toi les bonnes pratiques et les écueils à éviter dans la mise en place d'une stratégie? Merci Christophe. Donc c'est une bonne question donc je rappellerai l'évidence que tu as donnée. Une stratégie data IA, ce n'est pas une finalité, en fait ça doit être au service des stratégies des organisations.
Donc il y avait consensus avec mes camarades sur ce premier point. Et je donnerai déjà une première bonne pratique. En fait, les entreprises et les collectivités qu'on accompagne et qui sont les plus matures sur le sujet, finalement, elles savent exactement faire le lien entre leur stratégie d'entreprise ou la stratégie de la collectivité, sa déclinaison en enjeux métiers, la déclinaison des enjeux métiers en cas d'usage Data IA et la déclinaison des cas d'usage Data IA en ce qu'on appelle des produits Data IA. Donc des produits, c'est des reporting, des algorithmes. Voilà. Et donc voilà, les entreprises les plus matures, elles savent faire vraiment le lignage ou le lien entre tout ça et passer de l'un à l'autre. Donc c'est un petit élément de préambule que je voulais rappeler. Le deuxième élément, c'est, tu l'as dit, en fait, la data et puis les algorithmes sont devenus des actifs des organisations. Donc à ce titre-là, ils doivent être pris au sérieux et donc il y a cette notion de stratégie, puisque effectivement, c'est quelque chose qui doit être à la fois gouverné, on doit adresser ces sujets et puis on doit en tirer de la valeur. Voilà. Donc une fois qu'on est fort de ces deux éléments de préambule, je pense qu'il y a 4 éléments qui sont clés et qui nécessitent et qui légitiment une stratégie de data et une stratégie de la donnée. Le premier, c'est de fixer le cap. C'est aussi quelque chose qui paraît évident, mais c'est de définir les objectifs et de définir les moyens associés. C'est un écueil que je peux voir parfois dans certaines organisations, c'est de ne pas avoir le lien entre les deux, c'est de bien mettre les moyens en face finalement des grands objectifs. Et donc fixer le cap, c'est aussi se donner une forme de convergence et de regard vers la même chose. Et ça s'est complexifié un petit peu ces derniers temps au niveau des organisations, puisqu'on est sur des formes de triptyque entre des responsables data, comme c'est le cas d'Élise, Nicolas ou Aldric, qui doivent collaborer avec des directions informatiques, et puis qui doivent aussi collaborer avec des directions métiers, à qui on a donné de plus en plus d'autonomie. Donc tout ça fait que finalement c'est une forme de richesse, mais il y a parfois des divergences, je le vois sur le terrain, en termes de choix technologiques, en termes de choix d'organisation, en termes d'approche culturelle et en termes d'approche de transformation. Donc en synthèse, voilà, c'est vraiment de fixer un cap qui soit un cap unique. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il y a des enjeux de transformation. Donc des enjeux de transformation, c'est aussi remettre le collaborateur au centre. Une organisation data, c'est des concepts, c'est des postes, c'est des rôles. Il y a des concepts d'honneur de la donnée, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a tout un tas de postes. L'IA générative aussi, finalement, complexifie, mais aussi rend beaucoup d'opportunités en termes de compétences. Donc il y a un véritable enjeu d'avoir une stratégie data claire pour embarquer les collaborateurs et avoir une vision très claire de là où veut aller l'organisation. Ça, c'est le deuxième enjeu. Le troisième, c'est que c'est faire des choix. Ça aussi, c'est un feedback terrain. En fait, faire une stratégie, c'est faire des choix. C'est parfois difficile, mais il faut choisir les cas d'usage qui ont le plus de valeur. Donc c'est essentiel, voilà, que ce soit pour des cadres d'intérêt général pour des collectivités ou pour des enjeux de compétitivité pour les entreprises. Et le dernier point qu'on oublie aussi parfois, c'est qu'il y a des enjeux de communication de plus en plus forts. Je discutais la semaine dernière avec un élu d'une grande métropole qui me disait j'ai pas peur d'utiliser le terme de marketing dans un milieu qui est plutôt, on parle plutôt de communication, parce qu'il y a des enjeux d'attractivité des territoires sur les collectivités, bien sûr, et puis des enjeux aussi dans les entreprises privées de communication vis-à-vis de la marque employeur et des nouvelles générations qui utilisent, entre autres, l'IA générative au quotidien. Donc il y a véritablement ces 4 enjeux pour être à la fois entre de l'innovation et puis de la responsabilité. Ce qui est bien, parce que tes points 2, 3 et 4 sont finalement les thèmes qu'on va traiter aujourd'hui. Peut-être, Élise, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire chez Harmonie Mutuelle autour de la data et de l'IA? Initialement, peut-être, votre stratégie data, qui est évidemment élaborée, j'imagine, au début de la stratégie cloud du groupe. Et ensuite, alors tu m'expliquais que le groupe Harmonie Mutuelle s'est formé en 2013, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc finalement, comment vous avez mis les données en commun? Et depuis, comment vous êtes passé sur une stratégie IA et IA générative? Et avec quelle visée au final? Bon, la question est très large. Donc bonjour à tous. Peut-être pour démarrer, pour bien comprendre après mes réponses ensuite, rappeler ce que c'est Harmonie Mutuelle. Donc Harmonie Mutuelle, c'est une entreprise mutualiste à mission depuis 2021. On a été créé donc en 2013 et en fait on couvre des personnes et des entreprises sur les risques santé complémentaires et prévoyance. Donc on distribue des contrats santé et des contrats prévoyance pour les personnes et pour les entreprises. Donc ça c'est notre métier. Donc pour faire notre métier, la data elle est au cœur. Ça a toujours été, les assureurs manipulent de la donnée, on ne fait rien du tout sans la donnée. On ne connaît pas nos clients, on n'appelle pas les cotisations, on ne les encaisse pas, on ne verse pas les prestations
et on ne peut pas maîtriser notre activité et reporter auprès du régulateur. Donc c'est notre cœur de réacteur, c'est le carburant, c'est la donnée. Donc vraiment la donnée, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la technologie, les avancées, des ambitions stratégiques aussi qui évoluent. Donc avec une volonté chez Harmonie Mutuelle de personnaliser nos offres, de fidéliser nos clients, d'améliorer notre relation avec notre clientèle, d'affiner aussi notre tarification pour pouvoir mieux maîtriser le risque, mieux comprendre quels sont les profils de nos adhérents et de nos clients. Donc on sait que la donnée, elle peut nous apporter de la valeur pour améliorer la tarification et aussi optimiser nos processus de gestion pour diminuer nos frais de gestion et avoir toujours des offres plus compétitives. Donc on parlait de stratégie data et Frédéric en parlait juste avant moi. La stratégie data, elle est au service des ambitions stratégiques. On a un recoupement où la stratégie d'entreprise est intimement liée avec la stratégie data IA d'Harmonie Mutuelle. Et nous, enfin moi, en tant que directrice data IA, mon rôle, c'est de mettre en place un socle, à la fois de culture et de compétences, de gouvernance de la donnée et des IA, et mettre en place un socle technique, bien sûr, au service des ambitions stratégiques. Et peut-être sur la fin de la question, qui est comment la transformation de l'IA générative va peut-être modifier un petit peu votre stratégie? Non, l'IAG n'a pas transformé notre stratégie. Nous, on le vit vraiment comme une continuité. Donc on a commencé sur la data et l'IA en particulier en 2015 avec la mise en place d'algorithmes pour lutter contre la fraude et éviter de payer des prestations à tort. Donc on a maintenant 10 ans en fait, d'expérience sur les algorithmes et l'IA. Depuis 2023, effectivement, il y a l'intelligence artificielle générative qui est arrivée, mais nous, on le considère vraiment comme une évolution, ce n'est pas une transformation ni une révolution, et on vient de l'intégrer dans les processus au service de nos business cases. Aldric, peut-être, toi, peux-tu nous parler pour le groupe Crédit Agricole en entier? Alors ça va être vaste, votre stratégie data IA, et est-ce qu'il y a eu des moments de pivot, d'ailleurs, sur ces dernières années, face à l'émergence de nouvelles technologies? Alors déjà, je vais commencer par dire qu'on n'a pas de stratégie data. Ce qui va me permettre de parler de ce qu'est le groupe Crédit Agricole. Il faut avoir en tête, c'est un groupe de 155 000 personnes. Effectivement, une bonne part sur le territoire français. Peut-être que vous connaissez, vous êtes client des caisses régionales de Crédit Agricole. Je salue la belle caisse de Toulouse 31, que je rencontrerai cet après-midi. Mais c'est aussi un groupe qui est très diversifié, à la fois parce qu'il y a des activités qui ne sont pas en France, qui ne sont même pas sur le territoire européen, donc qui sont soumis à d'autres réglementations. On a des assureurs. Au passage, j'en profite pour dire qu'on est premier assureur de France. On a des gens qui s'occupent de gestion d'actifs, d'autres d'immobilier. Et puis on a aussi de la diversification extra-bancaire, Crédit Agricole Santé et Territoire, Crédit Agricole Transition énergétique. Quand on met tout ça bout à bout, on s'est dit finalement que ça n'avait peut-être pas beaucoup de sens d'avoir une stratégie data commune, compte tenu finalement des diversités de business, de modèles d'affaires, de problématiques concurrentielles différentes que peuvent avoir ces composantes du groupe Crédit Agricole. Alors cela étant dit, il y avait quand même un besoin, et ce besoin, on l'a traduit sous la forme d'une orientation stratégique data commune. Je prends un exemple. Première forme d'orientation stratégique, c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on ne veut pas faire avec la donnée. Par exemple, sur certains cas d'usage qui pourraient être raccrochés finalement à une dimension éthique. La raison d'être du groupe Agricole, c'est agir chaque jour dans l'intérêt des clients et de la société. Si on considère qu'un usage de la data de manière collective ne va pas et n'est pas compatible avec cet engagement-là, pour le coup, qui fédère et unit tout le groupe, eh ben, on rendra une orientation stratégique qui sera de ne pas le faire. Dans l'autre sens, dans un groupe comme le nôtre, qui est uni et décentralisé, c'est pas de moi, c'est un congrès, donc une sorte d'organe politique du Crédit Agricole qui a formulé les choses comme ça, uni et décentralisé. Ça signifie en fait que notre modèle finalement d'animation et de gouvernance est basé sur ce qu'on appelle la subsidiarité. Alors pour ceux qui sont spécialisés en doctrine catholique, peut-être qu'ils voient ce que c'est, mais pour faire simple et de manière assez tranchée, c'est en gros on part du principe que c'est celui qui est le plus près du problème qui a la meilleure capacité à le résoudre. Alors évidemment, plus le problème est compliqué, même si on est très près, plus on peut remonter dans l'échelle en fait et aller vers du central. En revanche, c'est assez performant parce que ça permet de capter réellement la pulsation des territoires, les problématiques très locales qu'on peut avoir sur ces territoires. La contrepartie de ça,
c'est qu'en fait, la subsidiarité, ça s'applique dans tous les domaines, y compris par exemple au niveau des choix informatiques. Et donc, quand vous tirez un peu le fil, évidemment que vous avez beaucoup d'activités différentes, beaucoup d'entités différentes, elles ont fait leur propre choix informatique. Et ça, en matière de data, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par ce qu'on appelle des silos. Et donc, une orientation stratégique commune qu'on s'est donnée, et il y a eu un vrai pivot là-dessus, parce que pour un banquier, il faut avoir en tête que la donnée, par défaut, ça ne se partage pas. Secret bancaire, voilà. Et donc, ce qu'on s'est dit collectivement, et ça engage l'ensemble des entités du groupe, c'est non, finalement, maintenant, on va se faire confiance et on va partager les données pour croiser finalement ces données qui viennent de silos différents et créer une valeur additionnelle commune. Exemple, quand vous mixez les données qui sont détenues par un gestionnaire d'actifs, peut-être il les achète à ce qu'on appelle des brokers financiers. Dedans, vous avez énormément de connaissances sur l'ESG. Donc, c'est par exemple la stratégie en matière de transition climatique de nos clients. Comprendre ça et aller le chercher auprès du gestionnaire d'actifs qui s'appelle Amundi, ça peut nous permettre finalement de mieux comprendre sur le territoire quel est finalement le projet en matière de transition d'un client, de le conseiller, de l'accompagner, de le financer. Et vous voyez que l'équation du partage, c'est vraiment ça, c'est de se dire on a intérêt tous à partager parce qu'au bout du bout, on a des services à rendre à nos clients et c'est finalement l'addition de l'ensemble des données qui sont détenues par les uns et les autres qui fera la solution. Donc là, on a rendu une orientation stratégique pour dire faisons-nous confiance. Et puis après, la garantie de la confiance, c'est quoi? C'est des outils adaptés, des outils industrialisés, des data marketplace, des espaces de données, etc. Voilà. Donc avec ces deux exemples-là, je vous donne quelques éléments sur ce que c'est que notre orientation stratégique. Évidemment, ce que j'ai dit sur la data, ça se transpose sur l'IA. Alors ça fait longtemps que pour le coup, on avait des orientations stratégiques en matière d'IA. Je prends un exemple parce que tout le monde parle de souveraineté. Il y a très longtemps, maintenant à l'échelle des cycles technologiques, c'était en 2019, on s'est dit une chose, c'est qu'en fait, on voulait éviter d'être monodépendant d'un seul acteur dans le domaine de l'IA. Et donc ça nous a amené à diversifier et à dire ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on travaille avec des acteurs pluriels déjà, qu'on s'appuie aussi dans certains cas sur l'open source, donc on internalise des compétences pour pouvoir avoir ce degré d'autonomie. Et puis quand on doit travailler avec de grands acteurs, parce que le monde il est comme ça, aujourd'hui il y a de très grands acteurs technologiques, on essaie finalement de gérer une diversité qui fait que sur un domaine qui est vraiment très critique pour la banque, il n'y aura peut-être pas qu'un seul acteur pour le faire. Alors on l'a ressorti récemment, parce que tout le monde parle de souveraineté, mais ce choix-là, qui est aussi délivré sous forme d'orientation, il est particulièrement important, parce qu'il est très engageant pour des durées qui sont longues, 5 ans, 10 ans, voire plus, quoi. Quand on fait un investissement sur des socles informatiques, par exemple au Crédit Agricole, c'est ces durées-là qu'on a en ligne de compte, même si ça paraît bizarre, parce que je sais pas, il y a 3 ans, personne ne parlait d'IA générative. Alors il y avait quelques experts qui connaissaient, mais enfin le grand public ne savait pas. Et donc on a forgé l'orientation stratégique de cette manière-là, et on l'a forgé aussi avec l'ADN d'un banquier. L'ADN d'un banquier, c'est quoi? C'est que quand même, un banquier, c'est un spécialiste d'évaluation du risque. Et donc ce qu'il faut faire comme équilibre, c'est se dire, on veut aller vers une adoption des nouvelles technologies. En revanche, on n'est pas prêt à renoncer à tout ce qu'on a construit en matière de sécurité, de protection des données de nos clients, de choix raisonnés des usages avec les technologies. Et donc on a délivré, c'était en avril 2023, une stratégie d'adoption maîtrisée de l'IA générative, parce que c'est celle-là qui avait re-questionné nos orientations stratégiques IA. Au bout d'un an, comme on avait acquis suffisamment de connaissances, on l'a transformé en stratégie de déploiement directement à l'échelle, c'est-à-dire sans passer par les phases d'expérimentation et de POC. Et cet équilibre-là, on les gère vraiment de manière très prononcée, et peut-être qu'on en reparlera par la suite, parce qu'en fait, dans mon vocal, vous trouverez rarement le terme de révolution. Vous trouverez pourquoi? Parce que révolution, c'est un champ qui est plutôt historique, ça se qualifie en général après. Je fais toujours le parallèle avec Internet. En début des années 90, pour ceux qui ont connu l'émergence Internet, c'est dans un milieu très confidentiel. C'était très disruptif, mais on était quand même à des lieux d'imaginer justement ce qui a été qualifié après, c'est-à-dire la révolution, par exemple, dans le champ des modèles distributifs. Et donc qualifier a priori de révolution, c'est peut-être aussi donner un côté radical aux choses, alors qu'en réalité, dans la vraie vie, sur le terrain,
les choses se font de manière beaucoup plus incrémentale et progressive. Aldric, je te propose d'attendre, parce qu'on parlera après de la vision héroïste de l'IA générative et de sa transformation ou non, et des cas d'usage pratiques. J'y étais pas encore. Et là, tu y arrivais, donc c'est pour ça que je me permettais d'intervenir. Peut-être Nicolas. Alors là, on vient d'entendre beaucoup de choses. Hein, la mise en commun des données entre diverses entités. Alors c'est un groupe très décentralisé, Crédit Agricole. J'ai bien aimé le thème que tu amenais. Donc aujourd'hui, une stratégie d'unification des données pour pouvoir avoir l'information générale, très bien. Et comment ça fonctionne chez vous? Parce que vous êtes sur un groupe qui est très différent, dans un milieu, un secteur qui est très différent. Je pense que c'est peut-être bien d'ailleurs pour l'audience qu'on rappelle ce que c'est que Pierre Fabre. Tout à fait. Ah bah écoutez, je peux le faire. Alors effectivement, le groupe Pierre Fabre, qui est quand même plutôt connu sur Toulouse, mais on a deux activités principales. Donc une activité laboratoire pharmaceutique, développement de médicaments et distribution de médicaments, et une autre activité plus connue du grand public qui est la distribution de produits et la production de produits dermatologiques. Donc on a deux métiers qui sont assez différents. On a les activités de la conception, de la R&D jusqu'à la distribution. Donc on est vraiment très large avec la production, la distribution encore une fois et tous les métiers supports. Donc on a un scope d'activité qui est très large sur deux activités qui sont vraiment différentes. On essaye effectivement de les rendre les plus en synergie, mais effectivement le médicament c'est pas la même chose que les crèmes à veine si vous les connaissez. On a deux activités qui sont différentes. Donc on a beaucoup de données, on a beaucoup de choses qui sont différentes à traiter. Et effectivement, historiquement, la data, on en a tous, on a tous eu, mais c'était pas forcément le sujet qui était au cœur. On était encore probablement il y a quelques années dans une approche beaucoup plus d'expérience, de feeling, et c'est quelque chose qu'on a dû changer. On a dû changer notamment par une organisation. On a créé par exemple il y a 4 ans un data office directement rattaché à la direction générale, donc ça portait déjà un point assez important et qui porte maintenant les sujets IA. Donc ne serait-ce que sur notre mise en place de notre organisation, on a souhaité switcher sur ce côté data-driven, qui est le mot un peu à la mode, mais en tout cas qui est une vraie réalité, où on veut maintenant baser nos décisions et nos activités uniquement sur de la data. On ne veut plus, ou en tout cas réduire au maximum, la prise de décision sur des feelings. Voilà, si je le résume comme ça. Donc ça, c'est notre première approche. Et puis après, bon, ça a été dit plein de fois, hein, maintenant, data IA, c'est extrêmement lié. Hein, pas de data, pas d'IA, ça c'est clair. Comment on fait avancer ces deux sujets-là? Alors, on part des environnements stratégiques du groupe. Qu'est-ce que l'IA peut apporter pour être un levier de transformation de nos activités, mais pas autre chose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'IA pour l'IA, ça c'est certain. Je rejoins tout ce qui a été dit sur l'IA générative. Alors, il y a eu le seul intérêt de l'IA générative, je vois, c'est que ça a apporté un coup de projo sur l'IA et sur la data surtout. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a des comités de direction qui sont beaucoup plus à même de comprendre les enjeux de la data. Alors, c'était le cas chez nous, mais en tout cas, ça rajoute encore un effet dessus. De par toutes ces nouvelles technologies, que ça fait un buzz et qu'on en parle énormément, ça a remis le coup de projecteur dessus et donc ça nous a permis, nous, de encore plus pousser nos messages sur la donnée de qualité, sur la donnée gouvernée, sur la donnée disponible. Parce que quand les gens venaient nous voir, ah ben moi aussi je veux mon chatbot pour mon service, ah ben tiens, on va parler data. Ah oui, ok, eh ben voilà, on a engagé comme ça des sujets, des chantiers data qui étaient prérequis et tout, et donc on a développé des outils qui n'étaient pas forcément vus comme étant intéressants pour les aider à résoudre leur sujet. Donc on a 4 piliers maintenant, qui est donc des fondations robustes, data, IT, gouvernance fédérée. Le deuxième, c'est le change, avec cette capacité à passer à l'échelle, parce que l'époque on en fait tous, mais il faut maintenant savoir passer à l'échelle, donc ça demande, c'est pas qu'un sujet d'IT d'ailleurs, c'est un sujet d'orga. Comment mon sujet qui est finalement intéressant, qui a une valeur ajoutée qu'on a approuvée, comment on le passe à l'échelle? Organisation, structuration des processus. La valorisation, c'est-à-dire qu'on ne part sur un cas que si on est sûr que le métier nous justifie une valeur ajoutée en ligne avec les enjeux stratégiques. Et ça aussi, maintenant, c'est un prérequis, un fondamental. On ne pleure plus si on n'a pas, en tout cas, une validation métier sur l'intérêt. Et le dernier, et pas le moindre, c'est l'éthique et la conformité by design. Alors là, je reviens sur l'histoire de Pierre Fabre. On est donc détenu par une entreprise, par une fondation d'utilité publique. Donc, ça nous donne une certaine exigence sur les procédés que l'on met en place et ce que l'on veut faire.
Et puis après, il y a un aspect laboratoire pharmaceutique extrêmement réglementé. Ça fait des années qu'on est sur les sujets réglementaires. Alors on parle de l'IACT, mais en fait, nous, on a eu déjà des process validés pharma qu'on appelle GXP, qui demandent des audits réguliers. On a du RGPD. On gère de la donnée de santé, donc le plus haut niveau. On est sur des serveurs qui doivent être absolument sécurisés au maximum. Donc on a des enjeux qui sont là depuis longtemps. Mais moi, je suis content de l'IA générative parce que ça a remis un projet dessus, en fait. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que peut permettre l'IA et l'IA générative. Alors, je fais une dualité entre les deux. On pourra en parler d'ailleurs avec vous, ce sera très intéressant. Peut-être, Wafa, vu que tu n'as pas encore eu la chance de pouvoir parler, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de Prism AI, nous expliquer en quoi est-ce que vous permettez finalement la transformation des entreprises par l'implémentation de cas d'usage IA générative et même agentique. Agentique, pour ceux dans la salle qui ne sauraient pas ce que c'est les agents IA, donc qui font les choses, ils ne font plus que générer des actifs, ils commencent à faire des tâches. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu finalement comment est-ce qu'aujourd'hui votre solution permet ça et comment vous fonctionnez dans la mise en action de la stratégie IA d'un groupe? Est-ce que vous partez des cas d'usage pour ensuite remonter et voir la techno qui est nécessaire, ou est-ce que vous partez sur une mise à disposition d'une plateforme pour ensuite identifier les cas d'usage transformants? Bonjour à toutes et à tous. Donc, Prism AI, on est un éditeur de logiciels et on fournit, on est B2B, B2G, puisqu'on travaille aussi avec les collectivités, mais essentiellement avec des grands groupes. Et on leur fournit un logiciel qui leur permet finalement de venir déployer l'IA générative à l'échelle et industrialiser surtout ce passage à l'échelle. Ça permet de faire quoi concrètement? Ça permet à l'entreprise, de manière autonome, de venir créer des agents, les connecter à leur SI, les déployer et surtout les monitorer en temps réel, d'un point de vue retour sur investissement et coût, empreinte carbone, mais également assurer l'observabilité en temps réel pour pouvoir s'assurer de la fiabilité des agents qui sont déployés. Notre rôle, quand je dis industrialiser le passage à l'échelle, donc passage à l'échelle et industrialiser, au centre de ces deux mots, il y a un enjeu qui est de venir massifier les cas d'usage qui vont être déployés. Pour massifier les cas d'usage... Est-ce que tu peux nous expliquer, même étymologiquement, ce que tu veux dire? La sémantique pure de massifier? Exactement, c'est ce que j'allais faire. Donc massifier, ça veut dire que nous, aujourd'hui, quand on va travailler avec un grand groupe, dans notre process de qualification, on va vérifier deux choses. La première, Nicolas l'a évoqué, la qualité de la data, et donc est-ce qu'il y a une réelle stratégie data qui va nous permettre de venir exploiter de manière efficace ces données-là pour fournir un service via ces agents qui soit efficace, sans hallucination, etc. Le deuxième sujet qu'on va avoir dans le process de qualification chez nous en tant que Prism, c'est est-ce qu'il y a un vrai processus de définition et de priorisation des cas d'usage qui vont être déployés? Une entreprise, un grand compte, généralement, le nombre de cas d'usage priorisés va se compter en quelques centaines de cas d'usage. Et donc là, on parle réellement de massification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plusieurs cas d'usage qui sont sur la roadmap et qui doivent atterrir dans une timeline. Parce que s'il n'y a pas de deadline, ça veut dire qu'il n'y a pas de réelle stratégie. Et pour faire ça, aujourd'hui, on sait que le rapport des ressources dans une entreprise, on va être sur du 20% en général, 30% aller sur une entreprise très tech et sur le métier, sur le reste. Et donc, une équipe IT ou data scientist ne pourra pas forcément venir combler tous les besoins. Et donc, pour arriver à la massification, nous, chez Prism, on est convaincus d'une chose, c'est que les métiers, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de compétences techniques, doivent pouvoir intervenir dans cette transformation et agir dessus et être au cœur de cette transformation. Et c'est pour ça qu'on a conçu une plateforme qui peut à la fois allier des gens qui sont métiers, donc sans compétences techniques, qui vont venir initier les cas d'usage, qui vont venir passer la main dans cet espace qui va être collaboratif à des data scientists, à des IT, ce qui nous permet derrière de venir inverser le rapport de charge entre le métier et l'IT dans la réalisation des cas d'usage. Donc ça, c'est la partie massification et on intervient là-dessus et on permet cette massification grâce à cette plateforme qui est by design collaborative puisqu'elle propose des produits no-code pour les gens sans compétences techniques, mais également la possibilité de venir faire du spécifique avec du code pour les personnes plus techniques. Le deuxième sujet, et qui a été évoqué par Aldric,
Aujourd'hui, tous les grands groupes, ils vont avoir un historique d'une stratégie réglementaire sécurité avec des prérequis très très challengeants dans lesquels on doit venir nous insérer. Donc si on n'arrive pas à venir répondre à ces exigences qui sont généralement très poussées, on n'y arrivera pas. Et ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se déployer directement sur l'infrastructure de nos clients, sur le cloud de leur choix, pour des raisons de gouvernance et de garantie de dépendance, d'indépendance plutôt technologique, et le choix du ou des modèles de langage qui vont être jugés comme étant sécurisés, etc., tout en ayant cette capacité à venir connecter les agents qui seront créés. Donc j'ai dit créer, déployer, connecter et déployer. Donc connecter, c'est comment est-ce que je fais pour que mon agent puisse se connecter aux applicatifs legacy du SI. Donc on ne va pas venir révolutionner un SI, on va venir s'intégrer dedans. Donc ça c'est le deuxième pilier, la massification métier. Il y a l'intégration SI avec les choix technologiques d'un point de vue cloud et LLM qui sont à la main du client. Et le dernier pilier qui est très important, qui est la gouvernance. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, j'ai parlé de venir traquer et gouverner en temps réel les coûts, l'impact carbone, mais aussi la fiabilité. Et ça, on l'a by design. Et c'est ce qui permet finalement de venir accélérer la conception des cas d'usage, leur déploiement, tout en ayant cette brique gouvernance qui est intégré by design. Ok, si on rentre un petit peu dans le détail, parce que tu as parlé de centaines de cas d'usage pour un grand groupe, moi ce que je vous propose, c'est peut-être pour prendre, vu qu'on a des beaux groupes ici, avec j'imagine des super cas d'usage, que les uns et les autres puissiez partager les cas d'usage les plus emblématiques, à la fois IA traditionnelle et IA générative, et où vous avez vu un vrai ROI, et comment vous l'avez calculé, lequel. Peut-être on peut commencer par Elise, peut-être chez Harmonie Mutuelle. Quels sont les 2 ou 3 plus beaux cas d'usage aujourd'hui, soit traditionnels d'IA, soit depuis l'arrivée de l'IA générative, où vraiment tu as pu observer une transformation, et comment est-ce que vous avez finalement défini les KPI pour être capable de la traquer? Oui, donc je l'évoquais tout à l'heure, nous, notre premier cas d'usage, notre première réussite sur laquelle on est vraiment très fiers, c'est la lutte contre la fraude. Chez Harmonie Mutuelle, on a été pionniers dans la mise en place de ce type de dispositif sur la santé. On l'a fait dès 2015 et on l'a lancé aussi après sur la prévoyance en 2022-2023. Les algorithmes qu'on fait tourner nous permettent d'économiser 50 millions d'euros. C'est ce qu'on a économisé l'année dernière sur les prestations santé. Donc c'est des prestations santé qui sont évitées parce que ce sont des prestations fictives principalement. Donc en fait, nos algorithmes brassent des millions de données chaque jour pour identifier des atypismes et permet, avec le couplage avec des expertises auprès de personnes, on a 70 collaborateurs qui travaillent sur la lutte contre la fraude, d'aller identifier très précisément des actes ou des prestations qui sont en anomalie. Et ensuite, on a des experts qui viennent regarder ces anomalies et qui viennent monter des dossiers de preuves quand il y a réellement fraude. Donc c'est un dispositif très gros. Il y a plusieurs. Les volumes de données qui sont drainés, brassés tous les jours sont très importants. Et ce qui est très, très intéressant de voir, c'est le couplage en fait de la technologie avec les personnes. C'est-à-dire que les algos, c'est très bien, ça nous permet de détecter des situations anormales, ce qu'on n'aurait jamais pu faire juste avec des personnes. Par contre, si on va aller au bout et prouver la fraude, c'est bien l'expertise de personnes sur les centres de gestion qui nous permettent en fait de confirmer la fraude et de ne pas payer la prestation. Donc on parlait tout à l'heure avant de la conférence du collaborateur augmenté. Ben là, on y est vraiment. C'est le plaisir en fait d'arriver tout de suite sur quelque chose qui a été détecté, qui est suspicieux, qui a un certain niveau de fiabilité, et pouvoir aller directement sur un dossier, regarder ce qui s'est passé, investiguer et ne pas passer son temps à chercher, mais vraiment passer du temps sur des tâches qui sont hyper intéressantes d'investigation. Alors là, tu viens de nous parler de ML, donc sur de l'IA traditionnelle. Tu m'avais aussi expliqué, alors ça je pense qu'on a peut-être des développeurs dans la salle ou des gens qui font partie des études dans des départements SI. Je suis aussi intéressé que tu partages peut-être ton expérience de GitHub Copilot et finalement du développeur augmenté et des effets que vous avez pu voir chez Harmonie Mutuelle. Ouais. Alors peut-être sur l'intelligence artificielle générative, on peut donner 3 exemples. Donc effectivement, il y a ce cas sur GitHub Copilot qu'on a implémenté dans notre poste de travail du développeur. C'est complètement embarqué. Ça fait 18 mois que c'est implémenté. On a la moitié aujourd'hui des développeurs qui l'utilisent tous les jours. Donc c'est un outil qui permet en fait de générer du code, de corriger le code, de contrôler des bugs, de préparer les plans de test aussi et de documenter le code.
Donc c'est vraiment un outil du quotidien du développeur qui permet de l'aider dans son travail et d'être plus efficace. Aujourd'hui, les gains qui sont estimés, c'est avant tout des gains de qualité. Ça nous permet d'avoir du code de meilleure qualité et d'intégrer du code de bonne qualité dans nos process informatiques. Et aussi, il y a du gain de temps, donc entre 10 et 20% selon les sujets et selon les personnes. Ce qu'on constate, c'est que les meilleurs utilisateurs, ce sont les personnes les plus expertes, parce qu'elles savent guider la machine, elles savent prompter, elles savent quoi demander à la machine, et elles savent regarder, contrôler le code qui a été produit. Donc ça aussi, c'est un bon apprentissage. Et enfin, ce qui est intéressant de noter aussi sur ce GitHub Copilot, c'est, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu t'en as déjà dit beaucoup. Hein. Est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à ce qu'on s'était dit en intro? Non. Je pense que ça permet de visualiser assez clairement dans un groupe comment à la fois du ML traditionnel et de l'IA générative sont capables d'avoir des effets assez importants. Aujourd'hui, les KPI donc, sont surtout sur de la qualité du code et pas encore, en tout cas, peut-être vous ne l'avez pas encore en tout cas suffisamment analysé, sur l'augmentation des activités d'une DSI. Parce que normalement. Oui, c'est ça que je voulais te dire. Effectivement, en fait, il y a la qualité du code, mais ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est de pouvoir développer les capacités. Donc on a entre 10 et 20% de gains de productivité, mais ça nous permet en fait de faire plus. Parce qu'on sait on l'évoquait, Nicolas le disait tout à l'heure, c'est que on est donc à devenir des entreprises de tech. L'informatique, c'est au cœur de notre activité. Rien ne tourne sans informatique. À la fois sur la relation client, sur les interfaces, sur les fronts, sur les applicatifs, sur les applications mobiles, sur les sites web et tous les systèmes de gestion qui tournent derrière, tout ça repose sur l'informatique. Donc on a énormément besoin de jours hommes, de capacité à produire. En fait, ça nous permet en fait de gagner en capacité de production sur l'informatique et c'est assez puissant pour nous quand on est dans une structure avec des moyens limités. Super. Nicolas, chez Pierre Fabre, l'IA générative a tout transformé. Vous faites vos crèmes maintenant via un copilote qui vous donne les nouvelles formules. Plus personne ne travaille, on regarde les machines travailler. Alors non, loin de là, et tant mieux, je dirais. Alors, de par nos activités et nos métiers très différents, alors je vais peut-être parler d'un cas parce que je pense que mes confrères ne l'ont pas sur la partie industrielle. On a pu mettre par exemple de la maintenance prédictive. C'est quelque chose qu'on veut vraiment développer beaucoup plus, mais qui est très très intéressante. On a déjà fait une expérimentation là-dessus où on a eu par exemple des capteurs qui assez basiquement regardent la vibration et la chaleur d'une machine et si ça sort, on va dire, de l'échelle prévue donne une alerte. Et sur ce genre de choses-là, on a pu économiser plusieurs centaines de milliers d'euros d'arrêt de production juste avec des capteurs qui ont donné cette information donc à temps, avant que ça casse. Donc une simple intervention rapide de j'ai la pièce, je la change, je redémarre, versus quelque chose qui casse et qui nous aurait vraiment mis en problématique vraiment la production. Donc là, on n'est pas sur l'IA générative, on est même plutôt sur des algorithmes assez anciens, un machine learning assez classique. Donc ça peut être ce genre de choses-là. Donc on a depuis assez longtemps sur le machine learning, on l'a aussi sur le forecast, l'analyse, donc la prédiction des ventes pour au mieux produire ce qu'il faut, distribuer ce qu'il faut pour éviter de surproduire ou sous-produire. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas l'IA générative, qui sont des choses qui sont plutôt anciennes et qu'on souhaite développer, industrialiser sur plein de cas. On a 40 filiales, 40 pays à fournir, 40 marchés différents, donc on a une vraie problématique comme ça de prévision de ce qui va se passer sur différents marchés. Plus sur l'IA générative, un exemple assez intéressant pour nous, c'est ce qu'on a mis en place. Donc on a mis en place un agent conversationnel à destination des professionnels de santé, donc les pharmaciens, pour donner de l'information médicale sur les patients atteints du cancer, notamment sur comment travailler sur la nutrition, le sport, l'exposition au soleil, donc des choses très métiers, très expertes. Là, on avait une donnée qui était d'extrêmement bonne qualité. Donc on l'a mis assez rapidement en place parce qu'on avait cette data qui était là. Donc il y avait déjà un site internet qui existait, mais qui était assez compliqué à trouver l'information avec des moteurs de recherche qui étaient plus ou moins performants. Donc là, pour le coup, un agent conversationnel apporte une satisfaction qui est vraiment forte.
Donc là, on est sur un outil qui apporte du confort, du conseil. On n'est plus du tout sur des choses industrielles, hein, mais on est vraiment sur, on apporte une valeur ajoutée, donc une qualité à nos partenaires de santé. Donc ça peut être un autre cas d'usage qui est totalement à l'opposé, mais pour lequel on est assez fier parce qu'on a pu apporter ce service en plus qui n'existait pas à date. Wafa, peut-être. Est-ce que tu peux, alors tu nous as parlé de ta massification des cas d'usage, est-ce que tu peux quand même nous en citer un ou deux particulièrement emblématiques, peut-être chez Crédit Agricole ou chez un autre de tes clients? Alors, plutôt que de parler de cas d'usage, je parlerai plutôt de catégories de cas d'usage. Aujourd'hui, chez Prismaï, on travaille avec plusieurs industries, plusieurs grands comptes, donc Crédit Agricole sur le bancaire, mais on a aussi Air Liquide, on a Bouygues Télécom, on a Orange, on a le retail du luxe, et on voit les tendances des cas d'usage. Et ce qu'on va distinguer, c'est deux typologies de cas d'usage. Le premier, ça va être des cas d'usage de type self-care. Comment est-ce que je crée des agents moi-même, que je sois technique ou pas, pour me faciliter mon quotidien, mon travail au quotidien, ou en utilisant un agent qui a été déployé par l'entreprise pour m'aider à faciliter mon quotidien, de la traduction, du résumé de documents, du comparatif de contrats. Ça peut être ce genre de cas d'usage, ou on va être sur des cas d'usage core business. Quand on est sur la première catégorie, on va avoir un ROI plus ou moins variable. Quand on va avoir, et la deuxième catégorie, ça va être des catégories de cas d'usage qui est plutôt core business, qui vont toucher vraiment au métier de l'entreprise de manière très profonde. Ça peut être de la maintenance, comment est-ce que je fais pour réduire le temps de maintenance, parce que je mets à disposition de mes agents de maintenance un agent qui va venir finalement analyser une image, parce qu'on fait de la maintenance de matériel chez un industriel comme Air Liquide par exemple. Je vais aller analyser cette image, je vais aller analyser un corpus documentaire de plusieurs milliers de documents pour venir donner piste 1, piste 2, piste 3, pour finalement l'objectif étant de réduire le temps de maintenance qui, si on réduit de 20%, de 30% ou de 15% ou de 50% le temps d'intervention, ça peut se compter en plusieurs millions in fine pour un grand groupe comme celui que j'ai cité. Donc finalement, on va avoir vraiment ces deux typologies de cas d'usage, et pour qu'on puisse finalement avoir une vraie stratégie héroïste, nous souvent ce qu'on va conseiller à nos clients, c'est de partir dans leur stratégie, j'ai parlé de priorisation de cas d'usage, d'une stratégie data IA qui soit claire ou d'orientation data IA pour venir finalement prioriser des cas business qui vont venir servir cette stratégie. Et la deuxième chose qu'on conseille aussi, c'est de venir finalement définir de quoi on parle, dans le sens où si on parle de l'automatisation d'une tâche métier corps pour l'entreprise, aujourd'hui, en l'état des choses, combien ça coûte? Demain, quand on va vouloir l'automatiser grâce à l'IA ou l'IA générative, on va venir dire, OK, quels sont les KPI de succès qu'on va venir prélever? Quels sont les KPI quantitatifs, quels sont les KPI qualitatifs? Et c'est qu'en ayant ces stratégies de mesure qu'on va pouvoir finalement avoir un ROI calculé ou une méthode de calcul fiable du ROI. Et d'un point de vue général, là où on voit une tendance, c'est que le self-care, ça va fournir un ROI qui va être de l'ordre de 10-20%, plus le cas d'usage se rapproche du core business, plus le ROI, il va être plus intéressant. Et les cas d'usage finalement qui vont être à fort retour sur investissement, ce sont effectivement les cas d'usage qui vont venir faire appel de manière hybride à l'intelligence artificielle traditionnelle, donc du ML et du machine learning, et également de l'IA générative. Et c'est là où on va taper sur des cas d'usage qui vont en rapport avec la prédiction pour anticiper des maintenances, l'accélération de la maintenance sur des sujets de vente, donc les sujets qui rapportent réellement du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Ok. Aldric, alors j'ai peur de te passer la parole parce que je sais ton point de vue sur la question que je vais te poser. Quelle est aujourd'hui dans la mise en place de votre stratégie d'industrialisation de l'IA générative chez Crédit Agricole, aujourd'hui les réussites et les difficultés que vous avez rencontrées pour développer justement une vision héroïste et avoir aujourd'hui une valeur tangible apportée au business? Et aujourd'hui, comment toi, tu vois ça d'un point de vue stratégique, mais aussi aujourd'hui d'un point de vue réaliste par rapport à ce que ça a permis pour le groupe?
Alors, je vais peut-être me repencher déjà sur ce qu'on a appelé stratégie de déploiement nativement à l'échelle en fait, des IA génératives. Quand on a indiqué ça, l'idée c'était vraiment de se dire on ne passe pas par les phases d'expérimentation, on va directement sur des standards industriels qui sont ceux d'une grande banque, donc avec, comme ça a été dit, beaucoup de sécurisation, des exigences aussi de mesures au-delà de ce que ça va rapporter, de l'impact environnemental, des coûts financiers, tout un tas de choses finalement qu'il faut voir le plus tôt possible. Et donc premier point vraiment important, c'est qu'il a fallu densifier la phase de cadrage. Il faut que vous ayez en tête que dans une très grande entreprise, quand vous partez sur un programme d'envergure, quel que soit le sujet, en général c'est accompagné par un cabinet. Et les cabinets aiment bien, par exemple, des métriques du style vous allez mettre 6 semaines pour cadrer un projet. Là, j'ai dit, moi, en 6 semaines, je ne sais pas cadrer un projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le cadrage, qu'est-ce qu'on y met ? On y met bien sûr ce que veut le métier. Alors, déjà, à supposer qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, il faut mettre tous les corps de métier, parce que ça nous est déjà arrivé par le passé de faire quelque chose de super en conditions d'éprouvette. Sauf qu'après, quand on va voir par exemple les gens de l'informatique, ils nous disent c'est génial ce que tu as fait, le seul problème c'est que l'application à laquelle tu veux l'intégrer, il n'y a pas d'API et qu'en fait tu vas te prendre 5 ou 6 fois le coût de développement que tu as déjà passé pour intégrer, quoi. Du coup ça, il n'y a qu'une seule solution pour s'en sortir, c'est de mettre tout le monde sur le cadrage dès le départ. Donc ça veut dire quoi tout le monde ? Ça veut dire les gens qui vont s'occuper de conformité, de juridique, les métiers, les gens qui s'occupent d'architecture, d'IT, les experts IA, et délivrer un cadrage qui sera vraiment panoramique par rapport à toute la recette qu'il faudra aligner pour aller en production industrielle d'une banque. Et alors là, si on regarde le programme qu'on a lancé, il y avait 60 cas d'usage, super nouvelle en termes de gouvernance, sponsorisée par des DG. Pourquoi je dis ça ? C'est un petit clin d'œil, c'est que tous les DG vont vous dire c'est super important la data IA. Moi, j'ai juste fait un petit exercice. Je suis allé regarder, pendant que ce discours-là a été tenu, concrètement, dans les 3 dernières années, dans les COMEX et les CODIR, est-ce que réellement il y avait eu des sujets data ? Est-ce qu'ils y avaient passé du temps ? Parce que le temps, c'est une denrée qui est à peu près la même pour tout le monde en termes d'écoulement. Donc, si vous y avez passé du temps, c'est que c'est important pour vous. Et ça n'avait pas changé. Ils n'en parlaient pas. Et donc, du coup, sponsor par EDG, donc vrai sponsor, un point mensuel avec le sponsor tous les mois. Ça a l'air de rien comme ça, mais pour onboarder en fait des dirigeants et qui touchent du doigt à la fois ce qui fait que ça marche, mais aussi ce qui fait que ça n'a pas marché, ça a été assez radical et ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est presque un des grands enseignements dont on peut être fier. Deuxième aspect, après le cadrage, il faut avoir en tête l'IA générative. De notre point de vue, après on peut faire recouper les avis, c'est pas une technologie qui est mature sur le plan industriel. Déjà, c'est très récent, donc c'est peut-être normal aussi. Surtout si vous appliquez ça avec par exemple des standards de sécurité by design, comme on en appelle chez nous, globalement, c'est une technologie qui a une très grande surface d'attaque pour des cyberattaquants, qui en plus a tendance à nous amener vers des architectures assez complexes. On n'a pas parlé de termes trop techniques, mais sur certains cas d'usage, effectivement, il y a le modèle, il y a aussi un système qu'on appelle le RAG, dans lequel vous allez avoir des composants pour finalement alimenter avec de la connaissance et qu'elle puisse être retrouvée de façon à alimenter le modèle. Voilà, vous avez tout un tas d'architectures assez complexes sur des composants qui ne sont pas encore extrêmement matures. Sur le machine learning, comme ça a été évoqué, il y a 10, 15, 20 ans de recul. On sait sécuriser ça très bien, quoi. Et donc ça, c'est une difficulté qui est particulièrement prégnante. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous allez devoir aller en production, vous allez devoir scanner l'ensemble de tout ce qui a été fait et cocher pour voir si ça n'ouvre pas des vulnérabilités sur notre système d'information. Voilà. Ça se fait, mais ça augmente le coût en fait du projet. Et donc tous les discours qui consistent à dire oui, c'est super parce qu'en fait, ces formes d'IA-là, ça va aller vite, ça sera rapide, ça sera pas cher. Voilà. Si vous voulez être à l'échelle industrielle native, c'est pas vrai. C'est pas moins cher de faire un projet industriel avec de l'IA générative qu'avec n'importe quelle autre forme d'IA ou que n'importe quel autre projet. Voilà. Alors évidemment,
en fonction de votre business, vous n'avez pas la même façon d'apprécier ce qu'est le risque. Et évidemment que nous, en tant qu'opérateur d'importance vitale, mais il y en a d'autres, hein, on va être très vigilant sur ces aspects-là. Pour ce qui est des gains, parce que je pense que c'est là-dessus que tu voulais m'emmener, il y a un truc qui est sûr sur les projets, mais c'est pas lié à l'IA. déjà en partie répondu. Mais oui. Non, il y a un truc qui est, on va dire, universel. C'est quand vous voulez faire un projet, vous allez maximiser les gains, minimiser les coûts. Sauf que dans la vraie vie, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros, les coûts, vous êtes sûr de les avoir, voire un peu plus. Les gains, en fait, ils sont conditionnés à un cocktail qu'il faut réussir. C'est déjà de délivrer ce qui est attendu, premièrement. Que ce qui est délivré soit utilisé comme c'est attendu. Conduite du changement, implication des métiers. Si le métier vous dit qu'il y a 50% des utilisateurs qui utilisent, mais comment vous lui livrez, il ne fait pas la conduite du changement et qu'il n'y en a que 20, bah vous retrouvez 20 sur 50, c'est-à-dire 40% du ROI de départ. Et donc, le côté très, on va dire, cool side de la technologie, particulièrement mis en avant sur l'IA-Gen et sur l'Agentic AI, ne doit pas nous faire oublier qu'un projet informatique, en fait, ça fonctionne toujours de cette façon-là. Et que la réalité, c'est à la fin, une fois qu'on a mis en production, et peut-être même des années après la mise en production, qu'il faut aller comptabiliser si réellement ça a apporté des gains. Ça en apporte, c'est indéniable. Pas avec le ROI attendu, c'est indéniable aussi. Et un autre enseignement, c'est que très régulièrement, c'est une hybridation technologique entre des sujets data, IA traditionnelle, IA générative, qui est la meilleure façon d'atteindre le résultat, à la fois en termes de coûts, en termes d'impact, en termes de maîtrise, par exemple l'impact environnemental, la gestion des risques. Et donc ça, c'est une approche qui est beaucoup plus nuancée. Et puis une bonne nouvelle quand même, parce que je vous ai parlé du cadrage, c'est qu'en fait sur 60 projets, on en a buté 10 au cadrage. Pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est ces 10-là qui nous auraient coûté très 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 cher, parce qu'on les aurait fait pour de mauvaises raisons. Mauvaises raisons, métier pas assez engagé, gestion de prérequis en termes de gestion de la data pas en place, impossibilité de s'intégrer dans les outils finaux si c'est compliqué à utiliser, les utilisateurs n'adopteront pas. Doute par rapport au caractère, on va dire, éthique ou à l'acceptabilité, qu'elle soit sociale ou client, d'utiliser de l'IA sur ce qu'on voulait faire. Voilà. Tout ça, on l'a accumulé. Je trouve que c'est une super nouvelle d'avoir buté 10 projets au cadrage. C'est un peu décalé comme discours, mais je préfère les buter là qu'au moment de la mise en prod. On va continuer sur le sujet de la gouvernance et le sujet de l'acculturation, qui a été en fait rappelé par chacun, hein, que je vais encore de rappeler, qui est que si les équipes ne sont pas embarquées pour pouvoir utiliser les outils que vous allez leur mettre dans les mains, forcément le ROI sera plus compliqué. Je pense que chez Orange Business Digital Services, vous êtes des experts d'aider à la mise en place, à l'intégration, à l'acculturation et en fait à la conduite du changement dans les organisations. Quel est en quelques mots, parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais quel est le modèle de gouvernance en fait le plus approprié pour conduire une stratégie d'implémentation de l'IA générative, et quelle est la conduite du changement et l'acculturation qu'il faut mettre en place pour pouvoir être sûr d'embarquer les équipes? Merci Christophe. Donc on a la chance, et j'ai la chance de rencontrer des dizaines de collaborateurs, de managers et de dirigeants ou d'élus, ce qui me permet de repositionner aussi peut-être Orange, puisqu'on le connaît en tant qu'opérateur de réseau, mais on a une activité donc, de conseil, on est 4000 consultants en France. Donc voilà, j'ai cette chance-là finalement avec mes camarades de rencontrer beaucoup d'entreprises. Et juste avant de venir au sujet de l'acculturation, je voulais peut-être compléter ce qu'ont dit mes camarades sur les cas d'usage. Donc je suis à 100% aligné avec Wafa sur les deux grands axes qui sont ce qu'on appelle nous la performance individuelle en fait au niveau de l'IA générative en fait, et avec tous les sujets d'excellence opérationnel, les sujets de productivité. Et là où la valeur sera tirée, c'est effectivement quand vous utiliserez les données de vos organisations. C'est le fameux concept de RAG, qui est un terme un petit peu technique, mais voilà, c'était pour rappeler que la valeur pour nous, elle est vraiment là, puisque finalement les enjeux de productivité, ils sont limités au maximum à 100% des collaborateurs de l'entreprise. Donc c'était juste un premier point. Et le deuxième aussi, peut-être pour vous donner quelques chiffres, on a mis à jour assez récemment sur l'ensemble
des clients et des organisations qu'on accompagne, il y a à peu près 60 à 70% qui sont des cas d'usage, data et des cas d'usage dits de l'IA traditionnelle. C'est comme ça que les appellent nos data scientists. Donc il y a vraiment beaucoup de valeur encore à aller chercher sur des cas d'usage de la donnée et puis d'algorithmes. Et donc les 30% qui restent, ils se découpent en deux, comme on l'a dit, entre de la performance pour chacun et puis de la performance de l'entreprise. Donc voilà. C'était juste pour rappeler qu'il y a un champ des possibles qui est assez large. Et donc spécifiquement sur le sujet de l'acculturation, alors moi c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur parce que finalement on entend beaucoup dans ce type de conférences qu'il y a des sujets technologiques et qu'il y a des sujets autour des cas d'usage. En fait je vais être un petit peu provocateur, mais je pense que finalement quand on demande à des collaborateurs d'une entreprise de réfléchir à l'amélioration de leur processus, si on les interroge sur comment la data et l'IA peut les aider dans cette amélioration, ça peut faire pchit parce qu'en fait, il y a un problème avant tout, c'est qu'ils ne comprennent pas les concepts. Ils n'ont pas été acculturés, et j'y viens. Donc c'est pour moi peut-être l'élément le premier à adresser. C'est véritablement, je crois que Nicolas le disait, il faut passer d'une phase de feeling et sortir d'un syndrome qu'on appelle le syndrome HIPPO, qui est le High Paid Person Opinion, donc la personne la mieux payée qui décide. Donc voilà, il faut vraiment sortir de ce concept-là et avoir cette logique de repartir des chiffres, de décider et de se projeter. Et puis demain, on a parlé un peu d'IA agentique, certainement de décider avec la data IA. Donc voilà, donc ça me semble extrêmement important. Donc comment on s'y prend en général, c'est qu'on a des concepts de data literacy programme, donc c'est un peu pompeux comme terme, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il y a une stratégie dans la stratégie, il y a une stratégie data et IA, mais il y a aussi une stratégie d'acculturation data. Et donc cette stratégie de programme d'acculturation, donc ils sont plus ou moins élevés. On a accompagné un grand groupe dans l'énergie, il y avait 180 actions sur 3 ans, donc ça c'est des gros programmes d'acculturation, mais on a accompagné aussi récemment une petite collectivité et on est sur des programmes un peu plus petits, mais il y a 3 intangibles, je dirais. Il y a le premier qui est le fait que ce soit des projets pluriannuels. Et d'ailleurs, je ne devrais pas dire projet, puisqu'en fait, l'acculturation, c'est de la répétition, c'est pas un projet qui a une date de début, une date de fin, c'est quelque chose qui est continu. Donc vraiment, pensez-le sur plusieurs années, puisque c'est quelque chose qui doit vraiment être répétitif et qui doit être dans la durée. La formation continue. Exactement, et de l'amélioration continue, tout à fait. Le deuxième, c'est le concept de persona aussi. C'est vrai que c'est extrêmement important. On n'acculture pas finalement les élus, les comités de direction, comme on peut acculturer les collaborateurs. Donc il y a vraiment ces approches par persona. On n'aura pas le temps de le détailler, mais il y a globalement 3-4 personas qui reviennent systématiquement. Donc voilà, donc il y a vraiment cette logique-là. Et le dernier, c'est qu'il y a aussi une logique en fait de séquencement. Et je crois que Wafa parlait d'indicateurs, ça me semble aussi extrêmement important. C'est qu'il faut mesurer là aussi. On mesure avec la donnée. Finalement, on a des indicateurs d'entreprise. Là aussi, il faut qu'on ait des indicateurs d'acculturation, voilà, sur les formations, et je crois qu'Aldric aussi, on en parlait en phase de préparation, l'acculturation, c'est aussi un enjeu pour les équipes RH. Et voilà, donc c'est quelque chose où les DRH doivent être vraiment intégrés dès le départ, parce qu'il y a une organisation en place, il y a des soft skills à acquérir avec l'IA générative, c'est des vraies transformations RH. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait entre à la fois des directions métiers, mais aussi s'il y a des RH dans la salle, il y a un sacré rôle à jouer, vous avez un sacré rôle à jouer sur cette transformation. Je vois qu'il nous reste 10 minutes, donc peut-être Élise, pour expliquer d'une manière un peu tangible, ouais. Vous, votre processus d'acculturation à l'IA générative, comment vous l'avez mis en place? De manière plus générale, peut-être sur Data IA, IAG, pour vraiment illustrer ce que dit Frédéric, vraiment, je me retrouve vraiment dans les propos de Frédéric. Je disais en introduction, la stratégie data, elle se matérialise par les cultures, la compétence, par la gouvernance de la donnée et par le socle technique. Et on met vraiment culture et compétences en premier, parce que c'est là que la transformation va se créer. Il n'y a pas de transformation sans embarquement des collaborateurs. Donc la direction Data IA chez Harmonie Mutuelle, elle est récente, elle est rattachée à la direction stratégie. Elle a été créée en fin d'année dernière. Et donc le premier objectif, c'était de pouvoir installer un premier niveau de compréhension, de connaissance et de démystification sur la data, l'IA et les IAG. Donc on a embarqué toute l'entreprise dans un parcours commun pour faire en sorte de permettre aux personnes, à toutes les personnes dans l'entreprise de comprendre. Pour comprendre, on s'est beaucoup appuyé sur ce que l'on fait déjà chez Harmonie Mutuelle, pour être très explicite, illustrer de manière très simple comment on utilise la data, l'IA déjà dans nos process pour rassurer, pour montrer que ça n'a pas non plus tout révolutionné, que ce n'est pas venu détruire tous les emplois. Au contraire, ça nous a permis de progresser, d'avancer, d'être toujours au service de nos clients
qu'ils soient des personnes ou des entreprises. Donc on s'est beaucoup appuyé sur des illustrations, des cas concrets. Et là, depuis donc, la rentrée, on lance un deuxième temps et ça rejoint la notion de persona pour pouvoir mettre en place des dispositifs qui sont ciblés selon les compétences, selon les métiers, selon la position dans l'entreprise, pour pouvoir continuer à embarquer de manière générale l'entreprise, mais en ayant des réponses ciblées. Donc on va avoir des parcours managers, des parcours dirigeants, des parcours pour nos administrateurs au conseil d'administration pour qu'ils puissent comprendre comprendre les dossiers qu'on leur présente et prendre les bonnes décisions sur les différents projets. Pareil pour les élus au CSE, avec des parcours spécifiques. Donc ils sont embarqués dans le parcours tout collaborateur, mais aussi on les implique de manière un peu différente pour instaurer le dialogue et aussi rassurer, expliquer et être transparent sur la stratégie et notre feuille de route. Et voilà. Donc très complet, avec différentes actions très différentes, du distanciel, du présentiel, de la présence sur les sites, parce qu'il y a 63 sites chez Harmonie Mutuelle. Donc on cherche aussi beaucoup à aller sur le terrain pour expliquer et montrer que ce n'est pas que Paris qui fait de la data et de l'IA. Et puis vu qu'on est sur un secteur qui est en mouvement perpétuel, il y a aussi évidemment une acculturation même des formateurs qui eux-mêmes doivent en permanence voir les nouveaux LLM qui apparaissent et les nouvelles technologies qui apparaissent. Ouais, effectivement. Quelque chose qu'on fait beaucoup. Alors, sans transition, parce que la transition est complexe, on va passer au sujet de la conformité, au sujet de l'IA Act. Alors, Nicolas, je te regarde pour qu'on puisse peut-être parler de ça chez Pierre Fabre, mais le sujet plus général, je dirais, de la réglementation européenne, française, on sait qu'on en a beaucoup, le Data Act, le Data Governance Act, on pourrait les lister pendant des heures. L'IA Act apparu en 2004, rentré en application sur sa deuxième phase il y a 1 an, qui amène tout un tas finalement de restrictions suivant le type de risque que l'utilisation d'une IA et d'une IA générative peut apporter dans une entreprise. Aujourd'hui, quelle est la vision chez Pierre Fabre en fait, de cette contrainte réglementaire, parce qu'on peut l'appeler comme ça? Est-ce que c'est vu comme une opportunité? Comment vous la mettez en place? Quelle est votre stratégie par rapport à l'acclimatation peut-être sur des régulations européennes futures? Parce qu'on sait déjà que l'IA Act est peut-être déjà, alors là c'est mon avis personnel, mais peut-être déjà plus à la page et qu'on sait déjà qu'on aura probablement besoin d'un nouveau IA Act en Europe. Et comment est-ce que vous voyez ça? Alors comme je disais tout à l'heure, on a un peu l'habitude de subir, ou pas subir d'ailleurs, mais en tout cas d'être sous des réglementations, notamment RGPD, mais qui est assez proche finalement dans la manière dont on l'approche. Donc comment on le gère? Un peu comme tout le monde, déjà on se renseigne, on fait appel à des cabinets spécialisés qui peuvent nous dire un peu ce qui va se passer ou comment on pourra le traiter. Mais finalement, si je rentre un peu dans le très détaillé et opérationnel, ce qu'on fait, c'est que by design, dès le cadrage, on regarde quels sont les impacts. On a mis en place un comité éthique et conformité que l'on sollicite et qui aura cette capacité à donner donc des avis à la fois sur est-ce que nous déjà, d'un point de vue de valeur, on veut aller sur ce genre de projet ou pas, de projet d'IA, et si d'un point de vue conformité légale, réglementaire, on est aussi compliant. Donc ça, c'est déjà un premier point de passage qui est assez important. On a mis en place une charte IA publique que vous pouvez voir sur notre site, qui montre un peu, qui explique un peu tout notre positionnement par rapport à ça. Donc sur le cadrage technique, on fait aussi du cadrage réglementaire et conformité. Mais comment on peut le faire sur le RGPD, GXP, sur d'autres sujets. Donc nous, on le voit. Alors, est-ce qu'on peut le voir comme une contrainte? On essaie de le voir plutôt comme étant une opportunité. Alors pourquoi? Parce que, ça donne de la confiance. Ça donne la confiance aux personnes qui vont utiliser l'outil, en interne ou à l'externe. Ça donne aussi la confiance aux collaborateurs qui vont développer ce genre d'outils. C'est bon, je suis dans un cadre réglementaire, je suis dans un cadre qui est sûr, je ne vais pas faire de choses que je n'aurais pas le droit de faire, etc. Donc ça donne de la confiance, c'est-à-dire c'est une très bonne chose. Ça structure nos projets. Quand on est dans un cadre réglementaire, on est obligé de mieux cadrer nos projets, donc ça c'est tant mieux. Donc déjà, sur ces deux aspects-là, nous on est relativement à l'aise et on voit ça, et on veut voir ça comme étant une opportunité. Et l'IA Act n'est pas forcément si complexe que ça en plus. Alors nous, on peut avoir des cas d'usage en plus à risque élevé dans le sujet santé, mais en fait, on doit juste montrer patte blanche, de l'aide d'augmentation, prouver qu'on est transparent, que l'on contrôle les sujets. Donc ma foi, on fait, et on essaie de le voir comme une opportunité. Oui. Je vais demander je vais poser la question à Frédéric, qui aura forcément une vision un petit peu large de par la diversité des clients que vous avez chez Orange. Aujourd'hui, c'est vu dans les entreprises comme une force, comme une faiblesse. C'est vu, et est-ce que, d'après toi, est-ce que c'est quelque chose qui est une force à terme pour l'innovation européenne?
Alors on pourrait avoir 1 heure de débat sur le sujet. Chaque sujet qu'on aborde depuis le début. Mais en 1 minute, peut-être, si on prend un peu de recul, je trouve qu'il y a 2 typologies d'entreprises. Finalement, sur ces sujets, il y a des entreprises qui sont très matures, comme c'est le cas autour de la table, et finalement qui n'ont pas attendu le cadre normatif européen pour avoir une approche éthique. On a parlé de charte éthique, et donc tout ça, finalement... Comme les banques, par exemple. Les banques, exactement. Donc ça, c'est vraiment une première typologie. Et la deuxième, on rencontre des ETI, on rencontre des PME qui sont effectivement là un peu plus en difficulté. Donc là, peut-être que pour répondre à ta question précisément, il y a un petit risque de ce point de vue-là sur cette typologie d'entreprise. Alors pour autant, je pense que ça peut être aussi pour ces entreprises-là une opportunité, puisque finalement, quand on s'y prend toujours de la même façon, Nicolas le décrivait, à chaque réglementation, le RGPD, l'IACT, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va classifier les cas d'usage. Donc c'est une belle occasion finalement de refaire une cartographie des usages avec les risques associés sur l'IACT. Il y a 4 niveaux, donc c'est l'occasion aussi de cartographier ça. On va finalement mettre en place une gouvernance et la sécurité qui va avec d'un point de vue des outils et puis d'un point de vue de l'organisation. Et puis on a beaucoup parlé aussi d'approche by design. Ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est vraiment l'opportunité, je pense, ces aspects réglementaires, d'avoir non pas une approche unitaire. Je le vois parfois, c'est un écueil de certaines organisations, de se poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En fait, on a parlé de charte d'éthique ou de charte de gouvernance, c'est une bonne pratique, et je le vois dans les collectivités, c'est un des sujets phares du moment, c'est vrai aussi dans le secteur privé, ça permet aussi de se reposer des questions qui vont au-delà des aspects réglementaires et qui sont des questions finalement plus larges, des questions d'éthique. Donc je le vois vraiment comme une opportunité. Et en résumé, je dirais que peut-être qu'on a abordé 6 thématiques aujourd'hui qui sont les cas d'usage, la culture, la gouvernance, les sujets de confiance, les sujets technologiques et l'exécution de tout ça. Les sujets réglementaires permettent de couvrir finalement ce spectre-là qu'on doit adresser dans n'importe quelle stratégie data IA. Et pour conclure, vu qu'on a eu des avis un peu nuancés, disons, sur l'apport direct de l'IA générative, j'aimerais revenir aux promesses très fortes qu'on a eues lors de l'apparition de l'IA générative, il y a maintenant 2 ans et demi, en tout cas pour le grand public, comme tu disais, Aldric, tout à l'heure. D'après vous, si on se projette à 5 ans, en 2030, je sais que la plupart dans vos structures, vous avez des stratégies 2030 data ou 2035 data. D'après vous, l'IA générative va-t-elle apporter ou non la révolution? Et là, j'utilise le terme volontairement, puisque certains d'entre vous ont dit qu'il ne fallait pas l'utiliser. Est-ce que la révolution de l'IA générative est à venir? Est-ce que la révolution de l'emploi, la révolution de ce qu'elle va permettre, en termes de niveau de productivité, est à venir, d'après vous, dans les 5 années qui viennent, ou non? Peut-être 15 secondes chacun sur votre point de vue. Pas de nuance, oui ou non? Alors s'il n'y a pas de nuance, je peux démarrer peut-être. Souvent, en réponse à ça, il y a 2 menteurs. Pour moi, il y a soit des vendeurs de rêve, soit des vendeurs de peur. Donc je vais essayer de me placer entre les deux. Je pense que finalement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable transformation. On en a parlé assez largement. Donc de ce point de vue-là, moi je pense que par rapport à la première partie de ta question, c'est une vraie transformation à avoir dans les organisations. Sur le sujet du ROI, effectivement, il y a des cas d'usage indéniablement qui apporteront beaucoup de valeur. Mais voilà, je pense que je resterai plus nuancé. J'ai lu beaucoup d'études du MIT, de BCG, de l'INRIA, donc beaucoup d'études académiques. Il y a beaucoup de chiffres sur les niveaux de productivité qui sont plus ou moins élevés. Et de retour, je pense qu'on est dans une phase, il faut être modeste aussi parfois, et peut-être regarder le passé, regarder les grandes évolutions. Et ça nous a montré une seule chose, et je conclue là-dessus, c'est qu'il y aura peut-être des évolutions d'emploi avec de la suppression, de la création, mais le vrai sujet, c'est la réinvention. Il y aura certainement un job sur 2 où il faudra repenser ses compétences. Voilà. Qui est la statistique de Gartner. Il y a aussi une statistique de Gartner ici. Ouais. Exactement. Aldric, alors, j'aimerais une réponse, j'ai apprécié la réponse de Frédéric, mais j'aimerais une réponse plus directe, oui ou non. 2030, je sais que tu as une stratégie 2030. 2030, c'est d'une part trop court pour qualifier historiquement ce que serait une révolution. Reprenez l'exemple d'Internet. Ça a mis 20 ans à peu près. Alors je ne sais pas si ça mettra 20 ans, là, je ne suis pas devin. Moi, ce que je perçois, c'est qu'on va aller de plus en plus vers une hybridation très intime en fait, de plusieurs formes technologiques. Et que ce qu'on perçoit aussi au travers d'un prisme déformant aujourd'hui, l'IA générative ou l'agentic AI propulsé par l'IA générative, en réalité, ça deviendra des avantages sur certaines tâches. Sur d'autres tâches, ça sera peut-être d'autres formes d'IA.
et que finalement ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui auront une capacité à assembler et à fédérer ces différentes technologies. Entre-temps, il y en aura peut-être d'autres qui apparaîtront. Pour moi, l'IA générative telle qu'elle est aujourd'hui, ça consomme énormément d'énergie pour réussir à contrecarrer un certain nombre de ses défauts. Et par ailleurs, j'observe sur la durée, ça fait déjà quelques mois et un peu plus d'1 an que je le dis, que les performances ont quand même tendance à être asymptotiques. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'énergie en entrée, beaucoup de données. D'ailleurs, ça pose des problèmes parce que maintenant, il y a beaucoup de données synthétiques. Donc non. Et non, c'est ok, non. Alors, l'IA générative reste quand même une technologie réellement disruptive qui est adoptée par une grande, large population, de la grand-mère jusqu'au petit jeune qui sait à peine lire et écrire. À partir de là, faire marche arrière, c'est compliqué. Pour moi, la promesse de l'IA générative qui serait responsable et raisonnée, c'est de se dire que l'IA générative, elle est au service de l'humain, pour un humain augmenté, pour générer du temps utile pour cet individu-là, pour la société et pour l'organisation. Pour y arriver, pour moi, donc c'est un oui conditionné par 2 conditions. La première, c'est d'avoir une responsabilité de l'entreprise et de la société, de l'école qui soit engagée pour vraiment acculturer, apprendre aux gens de réellement utiliser cette technologie de manière responsable. Et la deuxième condition, c'est d'avoir des outils 100% auditables pour pouvoir prévenir les dérives de ces technologies. Sans ces 2 conditions, ça sera peut-être très probablement non. Mais si on arrive à répondre à ces 2 conditions, pour moi, c'est un grand oui. Merci, Wafa. Élise? Alors pour moi, c'est non aussi. C'est pas une révolution. Par contre, ce que je perçois déjà, c'est qu'on va avoir des grands enjeux, des grands défis RH. Ok. L'IA, qu'est-ce que ça fait? En tout cas, sur ce qu'on implémente aujourd'hui, on est en train d'automatiser des processus simples, des tâches simples. Donc on le voit, ça fait évoluer les emplois, ça fait évoluer le quotidien des personnes qui sont sur nos plateaux téléphones, sur nos centres de gestion. On retire des actes simples et on demande à nos personnels de travailler sur des actes complexes. Ce qui fait que tout au long de leur journée, tout au long de la semaine, ils ne font que des dossiers complexes, que des dossiers sensibles, que des traitements de demandes clients qui sont très spécifiques, avec une forte expertise. Et ça, il y a 2 choses, il y a 2 conséquences à ça. C'est souvent des fois dans notre travail, on aime bien faire des choses toutes bêtes parce que ça nous repose. Voilà comment on accompagne les collaborateurs quand toute la journée ils font des choses compliquées. Et après, la deuxième chose, c'est comment on fait arriver les nouveaux entrants. Comment on les fait monter en compétences si sur les choses simples, on les a toutes automatisées et il n'y en a plus à faire. C'est-à-dire que vous passez du niveau 0 au niveau 5 ou au niveau 10 directement. Comment fait-on? Donc, pour moi, il n'y a pas de révolution technologique, mais il y a vraiment une révolution RH, d'accompagnement des collaborateurs. Il y a beaucoup de questions qui sont encore devant nous, sur lesquelles on n'a pas encore toutes les réponses. Mais pour moi, en tout cas, en tant que directrice data IA d'Harmony Mutuelle, c'est la principale question. Ok. Je fais très court, je suis inquiet. Donc c'est non, par contre, il y a un coup d'accélérateur qui est énorme. Voilà. C'est très intéressant parce que moi, je veux quand même vous donner mon point de vue. Moi, je pense que pour 2030, vous sous-estimez tous le changement à venir. Je pense qu'il sera beaucoup plus massif qu'on le pense, puisque je pense que l'IA va apporter de l'innovation à l'IA et que c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui pris en compte. C'est que l'IA va faire que l'augmente. C'est oui. Je pense que c'est oui.